Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de la verticalisation de la monétisation chez les médias, des opportunités et des stratégies. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Jourdan de Dot Market. C'est une plateforme d'achat, une marketplace de vente, d'achat et de vente de business digitaux. Salut Kevin, comment Salut tu vas? Roland. Bah écoute, ça fait plaisir d'être là. Bravo pour ce podcast. Hyper content de te participer avec toi. Merci beaucoup de répondre à l'invitation. Je suis super enthousiaste à l'idée effectivement d'enregistrer cet épisode avec toi. On a déjà beaucoup échangé en off ces dernières années. Et je sais que tu as plein d'infos, tu as plein de sujets sur lesquels on peut t'amener. Aujourd'hui, on a dû quand même faire un choix en préparant ce podcast qui va être la verticalisation de la monétisation chez Media. Tu vas nous expliquer ce que c'est, comment tu vois les choses. Mhm. Je vais te demander, peut-être avant d'attaquer la thématique principale, de te présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Kevin Jourdan et Dot Market. Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Kevin, j'ai 36 ans, à l'heure où on enregistre en tout cas. Mon métier d'origine, c'est l'édition de sites internet. C'est comme ça que j'ai démarré, donc développer des médias web monétisés principalement durant toute ma carrière en affiliation et trafic généré quasi exclusivement via le SEO, donc double casquette, SEO et monétisation via l'affiliation, qui sont des sujets que tu connais bien et que les médias connaissent bien. Et il y a maintenant un peu plus de 4 ans, j'ai cofondé avec Mayan Guez, mon associé, Dot Market, avec l'ambition de venir proposer sur un marché, on va dire, délaissé par les cabinets de fusion-acquisition traditionnels, euh, un service qui soit le plus proche possible. Ça, c'était l'idée d'origine de Dot Market. Aujourd'hui, ça a évolué vers une section cabinet et une section marketplace, qui est là où on liste évidemment le plus de volume. L'an dernier, c'est 209 transactions sur Dot Market, ce qui, je pense, fait de nous le cabinet M&A avec le plus de transactions en France. Euh, mais c'est une marketplace. Et voilà. Et donc, on propose sur Dot Market des sites, des fonds de commerce et des sociétés exclusivement digitales, allant de quelques milliers d'euros à nos plus gros deals aujourd'hui tournent autour de 5 millions d'euros. Top. Super. Avant d'attaquer la thématique, vu qu'effectivement t'es beaucoup en contact toute la journée avec des acheteurs, des vendeurs, tu es toi-même publisher, tu l'as été, encore une fois, tu as une super vision du marché. Est-ce qu'on pourrait en profiter pour faire un état des lieux rapide du marché aujourd'hui, notamment sur le modèle média tel qu'on le connaît, toi et moi. Ouais. On a vu des très belles réussites médias ces dernières années, mais là, on a l'impression quand même qu'on arrive peut-être à un fin d'un cycle, à un nouveau d'un début de cycle. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? C'est un vaste sujet, on pourrait presque faire un podcast juste là-dessus, mais c'est vrai que ces dernières années, ça a en toute logique énormément bougé. Alors, qu'est-ce qui explique qu'un marché bouge? Des évolutions technologiques. On pourrait parler de l'IA, mais en réalité pas que. Des nécessités d'avancer et de rentabiliser ou de monétiser. Euh, on en parlera tout à l'heure. Il y a des groupes qui ont réussi à prendre le virage de la monétisation. Il y en a d'autres qui ont peut-être moins réussi et qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu derrière. Qu'est-ce qui a changé? L'apparition de nouveaux canaux d'acquisition. Euh, à l'époque, il y avait peut-être Google et Google News. Et maintenant, si tu n'es pas dans Discover, par exemple, en tant que média, est-ce que tu es vraiment à la pointe en termes de gestion des médias? Est-ce que tu gères les réseaux sociaux? On a vu qu'il y a des médias aujourd'hui qui sont exceptionnels sur les réseaux sociaux, voire qui ont ça en stratégie principale. Euh, euh, Google, Google a fait quand même beaucoup bouger les choses avec ses algorithmes et les updates qui ont fait mal à de très gros médias qui pouvaient reposer sur une base solide SEO qui peut-être l'ont perdu en partie. Euh, je crois que toutes ces choses-là, elles viennent forcément secouer un petit peu le marché et provoquer soit des arrêts d'activité. Il y a eu pas mal de médias qui sont passés en liquidation judiciaire juste rien qu'au cours des 12 derniers mois. Des sites qui pourtant, fut un temps, ont été des références dans leur secteur et pas mal de consolidation aussi.
Parce qu'en général, quand il y a une liquidation, les médias restent pas longtemps en liquidation. Ils sont repris par des groupes un petit peu plus gros. Et quand on voit notamment ce que fait Reworld en termes de rachat ces dernières années, c'est sûr qu'il y a de la consolidation qui se fait et les plus gros groupes deviennent encore plus gros et les plus petits éditeurs indépendants, comme ce que toi et moi on est ou on a pu être, ont probablement un peu plus de mal pour se faire une place au soleil. Donc tu dirais que c'est majoritairement les sites qui étaient très dépendants du trafic naturel, de la recherche de trafic naturel SEO, Mhm. qui aujourd'hui sont dans des positions un peu plus délicates. Est-ce Ouais. que tu, est-ce que tu penses que les sites affiliés, le modèle média tel que toi et moi on l'a connu, ok, j'ai un site, j'ai une expertise, je vais nicher, je vais faire le SEO et puis ensuite je vais tout mon trafic, en gros, ça va être ça, 80%, et puis derrière, je mets de l'affiliation. Est-ce que tu trouves que ce modèle, il a disparu ou il est voué à disparaître? Alors, il n'a pas disparu. Je pense pas qu'il soit voué à disparaître, mais il est devenu, j'allais dire beaucoup plus volatile. C'est peut-être encore plus volatile parce que ça a toujours été volatile. Il y a toujours eu des phases. Tu vois, j'ai perdu un site en 2018 avec Google Medic, Mhm. qui était l'update YM, YL, qui s'attaquait principalement aux sites qui donnaient des conseils dans l'univers de la santé, de la finance, de l'immobilier, etc. Donc tu vois, à l'époque, c'est un beau site qui a quasiment complètement disparu des SERP pour moi, qui m'a forcé à repartir sur une thématique complètement nouvelle où il y avait moins cette problématique. Donc de la volatilité, il y en a toujours eu. Des grosses updates, il y en a toujours eu. Toute ma carrière, il y a eu des updates. Mais à l'époque, elles étaient tous les 3 4 ans, tu vois. Tu pouvais faire presque un cycle complet et puis accepter que peut-être au bout de 4 ans, tu Mhm. prenais une grosse claque. Aujourd'hui, tu peux pas te dire j'ai 3 4 ans devant moi pour travailler. Une update, ça vient. L'année dernière, il y en a eu plusieurs dans l'année. Euh, il y a un mois et demi, même pas, peut-être même juste un mois, il y en a eu une qui est venue presque inverser complètement ce qui s'était passé il y a un an. Donc moi j'ai un site par exemple qui il y a un an a pris 80% de baisse et qui là a récupéré 70% de ses positions vis-à-vis de l'année dernière. Donc c'est toujours en baisse mais sans rien faire hein, dessus, je le précise. Donc, tu vois, cette volatilité qui existait déjà avant, mais où tu la voyais venir, et si tu démarrais juste après une update Google, tu pouvais te projeter presque sur un cycle de plusieurs années. Aujourd'hui, tu peux plus. Mhm. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour des petits éditeurs de sites comme nous, ou en tout cas éditeurs de médias qui n'ont pas atteint une taille critique et qui ne sont pas ouverts sur différents canaux d'acquisition? Ça veut dire que tu es très fortement à risque, beaucoup plus fortement à risque et beaucoup plus souvent à risque. Tu parles de taille critique. Quelle est cette taille critique selon toi? À partir de quand on peut considérer qu'on n'est plus un média indépendant, Hmm. petit éditeur, comme tu disais, et puis qu'on peut commencer à diversifier et aller éventuellement plus vers le groupe média? Alors, taille critique, ça laisse penser euh, quelle taille en termes de centaines de milliers de visiteurs ou millions de visiteurs, mais en réalité, je le qualifierais pas en volume de visites, mais plutôt à partir de quel moment ton média est potentiellement reconnu comme une vraie marque ou une vraie entité par Google, ou alors à quel moment tu as réussi à ouvrir pour te reposer sur différents canaux d'acquisition qui font que naturellement ta partie organique ne représente plus 90% de ton business et donc tu n'es plus à risque vis-à-vis de ça. Et Ok. il y a des personnes qui arrivent à le faire très rapidement, notamment en ouvrant sur Discover ou les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui le font jamais en ouvrant, mais qui peuvent être assis sur. On a des médias, par exemple, sur Dot Market qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et tu vois que ces médias-là, même s'ils sont en perte de vitesse, c'est pas forcément de la perte de vitesse trafic, c'est plutôt de la perte de vitesse euh, prendre le virage des nouvelles monétisations. Donc la taille critique, elle peut être variable en fonction de à qui tu t'adresses. Si tu fais du généraliste, évidemment, tu as intérêt à avoir une taille critique qui se compte en millions de visites. Mais si tu es un média spécialisé sur
sur le vélo, comme on peut avoir en vente sur d'autres markets en ce moment, t'as pas besoin de 500 000 visites par mois. Si tu es le spécialiste du cyclisme en France, tu peux très bien déjà être à la taille critique, tu vois. Mais pas forcément être assez gros pour pérenniser en termes de rentabilité, de capacité de monétisation, etc., qui est presque un métier différent. On en parlera tout à l'heure, mais monétiser, générer de l'audience, deux métiers différents. Et tu parlais justement des nouvelles monétisations. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce qu'effectivement, plus tard, on abordera vraiment comment un média Mm. peut aller chercher d'autres sources de monétisation. Mais là, je te lance sur le sujet parce que tu l'as mentionné. Mhm. Qu'est-ce que tu entends par nouvelle monétisation? Bah, ce qui est toujours amusant, c'est que le nouveau, il est neuf pour certains et complètement old school pour d'autres. Mais si on reste dans l'univers des médias, des plus gros Mhm. médias, on peut considérer que l'affiliation, c'est quelque chose de relativement neuf. Voilà. Pour nous, éditeurs de sites, l'affiliation, c'est ce avec quoi on a démarré nos sites internet, tu vois. L'affiliation, la vente de liens, la publicité, les numéros surtaxés, la vente de leads, euh, tout ça, c'est des choses qu'on a toujours fait. Et quand tu vois que depuis quelques années maintenant, il y a des très gros médias type BFM, type Le Point, type La Provence, etc., qui ouvrent un pan entier de leur activité à la vente de liens sponsorisés ou qui confient un pan entier de leur activité à la création de contenu sur des guides d'achat, bah, tu te rends compte que pour ces médias-là, la vente de liens, parce que c'est de la vente de liens, hein, le blabla de on vend de la, tu vois, de la visibilité, Du etc. sponsor? C'est Des non, OPS? voilà. Ouais. Quand tu regardes ce qui rank sur Le Point, sur La Provence, ou des sites comme ça, tu vois, avec les liens affiliés en plus d'affiliés comme nous, c'est vraiment ouvrir un nouveau modèle économique pour ces médias, alors que c'est pas du tout neuf pour nous, éditeurs de sites. Mais je pense que depuis combien d'années, peut-être 3 ans, 4 ans, en tout cas, il y a eu ce virage qui a été fait par les gros médias de sortir du 100% pub ou 100% modèle freemium, publicité et abonnement qui permet d'accéder sans ça, et d'ouvrir, j'ai un super site, bah tiens, on va vendre des liens aux personnes qui ont envie d'être publiées dessus, et on va utiliser notre autorité, puisque Google a l'air de récompenser ça, pour développer des guides d'achat. Là, tu parles clairement de la catégorie ou des sections shopping, effectivement, de tous les médias généralistes Exactement. comme Le Point, Le Parisien, etc. J'ai reçu Jean-François Ferraud d'ailleurs de Le Point, un ancien qui s'occupait notamment de la monétisation chez les numériques. Ça fonctionne très bien, mais c'est vrai que en off, le le C'est un discours piège. des... Ouais, enfin... qu'est-ce que tu entends par piège, justement? Je vais te lancer là-dessus. Puis après, je te dirai, moi, ce que j'en pense, comment je vois les choses, ce que j'entends. Ben, tu sais, c'est amusant de voir des gros médias venir sur les plates-bandes autrefois réservées à des éditeurs de sites qui, pour celles et ceux qui ont réussi, entre guillemets, dans le secteur ou qui sont restés là assez longtemps, savent à quel point la double dépendance à, par exemple, Amazon et Google est un pari extrêmement risqué. Tu peux pas, tu peux pas te dire que tu as une entreprise pérenne quand elle repose à la fois sur Google et à la fois sur la bonne volonté d'Amazon de maintenir tes taux de commission, de ne pas fermer ton compte, de pas faire changer, évoluer ses conditions générales d'utilisation, etc., etc. Alors en France, on est assez sécurisé pour l'instant puisqu'on n'a pas eu, on a eu des baisses de commission, mais ça n'a pas été non plus gigantesque. Mais il y a 2, 3 ans, aux US par exemple, quand ils ont divisé par je sais plus combien les taux de commission Amazon, ça a été, tu vois, il y a plein d'éditeurs de sites et d'éditrices de sites qui se sont dit c'est la fin du monde. Amazon n'a plus besoin de nous. Ils sont dans une position complètement hégémonique. Donc finalement, rémunérer des affiliés qui renvoient du trafic qu'ils auraient de toute façon repris en bout de course, peut-être que c'est plus la peine de le faire pour eux. Donc aujourd'hui, alors après, il y a des solutions qui permettent de travailler avec beaucoup plus de marques et autres,
notamment Affilize, et c'est des super solutions qui justement permettent de sortir un peu de la double dépendance. Mais la version originelle de ces médias, c'était j'utilise Google pour plugger du contenu shopping que je renvoie vers Amazon, en Hmm. espérant que ni Google ni Amazon ne me fassent sauter un jour. Ouais. C'est pas pérenne, hein. Et Hmm. quand tu es un éditeur de site, tu sais que ça peut sauter à tout moment. Quand tu es un gros média qui emploie des dizaines, peut-être des centaines de personnes, est-ce que vraiment tu peux faire reposer la pérennité de ta boîte sur ça? Voilà, Hmm. donc c'est là que j'entends que c'est un piège, c'est que c'est hyper rentable et hyper facile pour ces sites-là. Ça doit être comme une mine d'or, tu vois. Tu publies, boum, ça rank et t'encaisses, mais ça peut disparaître aussi du jour au lendemain. Faut en être conscient. Ils avaient commencé, tous ces gros médias généralistes, par faire des sections code promo, qui, à mon avis, leur avaient donné un peu le goût de la monétisation, entre guillemets, facile. Il n'y a rien de facile, hein, derrière, il y a quand même du taf, etc. Mais c'est vrai que les éditeurs un peu, les pure players ou ceux qui font vraiment du contenu ultra quali avec des tests, des vrais guides shopping, ils vont chercher à la mano les vrais bons plans pour vraiment informer leurs lecteurs, etc. Ils voient quand même ce genre de publishers qui utilisent l'autorité de leur domaine pour plugger une section shopping et des liens Amazon. Ils voient ça quand même comme un travail un peu, c'est enfin, il y a moins de considération, quoi, pour prendre Hmm. un peu des pincettes. Et c'est vrai que bah, on va enregistrer normalement un épisode avec une entreprise avec une boîte qui permet à ces boîtes-là, ces sites généralistes d'externaliser la production de contenu shopping. Mhm. Euh, Parce que la plupart ont pas d'équipe interne, je pense, à part quelques sites comme Le Point, justement. Alors, je sais pas exactement, mais je pense pas qu'ils aient d'équipe en interne pour produire le contenu. Mais c'est vrai que on peut se poser la question de l'avenir de ce genre de pratique, pour les raisons que tu as mentionnées. Mais maintenant, je pense que ça les dérange absolument pas, en fait. Parce qu'ils se disent, Il y en aura une autre. ouais, tant que c'est chaud, on y va à fond, on encaisse, et puis effectivement, après, de toute façon, on construit pas d'équipe en interne, donc si jamais ça se casse la figure, eh ben, on n'aura pas, on limite la casse, Hmm. mais au moins on encaisse tant qu'on peut, quoi. Euh, Et ça s'entend. Et c'est une stratégie d'édition de site. hmm, Voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu triste? Et c'est une question un peu biaisée, évidemment, en tant qu'éditeur de site qui s'est fait marcher sur ses plates-bandes par des gros médias. Mais est-ce que c'est pas un peu triste de voir des gros médias devenir des médias monétisation plutôt que des médias journalistiques? Là, on pourrait ouvrir le débat de hmm, la perte de qualité des contenus, de la pollution absolue. Alors, je ne parle pas de pollution planète, même si c'est probablement aussi le cas, mais pollution mentale, tu vois, de voir tous ces contenus bas de hmm, gamme être publiés par des médias qui peut-être un jour étaient justement notamment connus et kiffés par leur audience pour leur capacité à faire des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. hmm. Après, il y a les réalités économiques, et ça, faut pas les nier. Mais c'est peut-être là qu'on va faire la bascule sur est-ce que tu as besoin finalement de devenir un éditeur de sites classique, entre guillemets. Enfin, est-ce que tu as besoin de faire de la monétisation old school et un peu bourrine sur un média quand tu as les moyens de verticaliser, par exemple, ta Hmm. monétisation? Ouais, on va y venir. Sur tout ce qui est l'achat, revente de médias, de business digitaux, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est l'état de lieu niveau valorisation? On va peut-être se concentrer sur les médias, les médias, effectivement, le site affilié qui fait de l'OPS aussi, qui fait de la pub, Mm. etc. Les valorisations actuelles par rapport aux valorisations il y a peut-être un an, 2 ans, comment ça évolue? Écoutez, de notre côté, elles n'ont pas trop évolué. Elles n'ont pas trop évolué pour les médias qui sont restés stables. Évidemment, elles ont pris un coup où elles ont rendu moins liquides les médias qui avaient été pénalisés. Mais les valorisations en soi, pour rappel, on est sur un marché en dessous de 5 millions d'euros sur Dotmarket. Donc la valorisation des médias n'a pas connu une forte hausse ou une forte baisse. On est toujours entre 2 ans, un peu plus de 2 ans et 3 ans de BE, d'excédent Hmm. brut d'exploitation.
Ou si on parle en mois, tu vois, la moyenne, c'est 27 mois de profit. Mais sur des médias un petit peu plus gros, on est peut-être entre 30 et 36, tu vois, donc on se rapproche des 3 ans. Et ça bouge pas tant que ça. Ok. Euh, Il n'y a pas, il y a pas d'offre. Tu vois, il y a des médias qui partent un petit peu plus cher que ça, mais il n'y a pas un engouement massif d'autres médias pour racheter des médias parce que le risque est quand même là. Euh, donc ça tire un peu, ça empêche. C'est pas que ça tire vers le bas, mais ça empêche probablement les valorisations de grimper parce qu'on a toute cette phase d'inconnu, tu vois, de c'est bien, on rachète un média, une belle marque, mais clairement ce média il n'a pas pris le virage de la monétisation peut-être un peu plus moderne. Donc si on l'achète avec toute sa pas sa dette technique, quoique, on a un site en ce moment, tu vois, qui rame justement parce qu'il a une très grosse dette technique. 20 ans de code maison, ça laisse un peu de dette technique, mais dette, dette, dette de capacité à monétiser différemment, peut-être. Donc les vendeurs, ceux qui viennent te voir et te disent Kevin, j'ai envie de vendre mon média, Mhm. en ce moment, ce sont des personnes qui effectivement n'ont pas réussi à prendre ce tournant à la fois où ouais, c'est plutôt un problème de monétisation, de trafic, les deux. Ils se Les sont pris des deux. claques dans tous les sens et ils se disent là, franchement, je suis à bout d'idées, je suis à bout de capacité. Qu'est-ce que Alors non, parce que s'ils se sont pris trop de claques, ils finiraient pas forcément chez nous. Ok, Même si on peut accompagner une très belle marque qui a subi une claque et on l'a déjà fait dans le passé, parce que des fois la marque surpasse, tu vois, l'audience actuelle. Mais c'est souvent un mix des deux, c'est-à-dire que si tu as que misé sur l'organique, évidemment qu'aujourd'hui tu es un petit peu à la traîne face à tes concurrents qui sont sur Discover et les réseaux sociaux, qui ont des newsletters, etc. Et si tu as réussi à prendre le virage, mais que tu n'as pas rajouté des modes de monétisation, potentiellement, tu as augmenté malgré l'IA, parce que les meilleurs médias n'ont pas encore tous basculé sur l'IA. Euh, Tu as peut-être réussi à augmenter ton trafic, mais peut-être que ça te coûte aussi plus cher de maintenir ce niveau d'audience. Et si tu n'as pas basculé sur un nouveau modèle économique, bah finalement, tu vois, les RPM sur du Discover, c'est quand même hyper variable. Ça a toujours été variable, mais c'est hyper variable par thématique. Et peut-être que, en fait, maintenant, tu fais des millions de visites par mois, mais que financièrement parlant, tu t'y tu retrouves retrouves pas. pas forcément. Tu parles pas mal de Discover, mais j'ai l'impression que c'est un peu un piège aussi parce qu'effectivement, je voyais sur LinkedIn, c'était Futura Science. Qui disait, c'était le boss, il expliquait qu'il avait eu, un chiffre me paraissait fou, mais je crois que c'est 1,8 million de visites par jour Mm. grâce à Discover. T'as envie, enfin, t'as envie de liker son post et tout, de dire franchement, enfin, respect, et c'est super, mais Ouais. derrière, est-ce que le trafic est vraiment, tu vois, t'attires un peu des touristes qui sont là, ils ont cliqué, ils se faisaient un peu chier Mm. sur leur feed, derrière, quelle est la possibilité de vraiment de monétiser et de prolonger l'expérience pour aller capter l'utilisateur, que ça devienne vraiment un abonné de ton média, ou est-ce que c'est juste du vanity metrics et donc de dire ça fait cool effectivement de dire bon bah j'ai chopé 1,8 million de visites et derrière est-ce que c'est quelque chose qui est une stratégie de long terme, tu vois, Mm. c'est Je ma pense que ça peut question. être les deux. Ok, Il y a des médias 100% Discover ok. qui se montent de zéro et 2 mois plus tard, ils font 3 millions de visites par mois. Je pense que ce média-là, à part s'il y a une vision à 10 ans, mais beaucoup de ces médias-là n'ont évidemment pas de stratégie de fidélisation. L'enjeu, c'est monétiser, créer de l'audience, mettre de la publicité. Euh, il y a des médias Discover qui fonctionnent très très bien en termes de monétisation. Euh, Évidemment, c'est pas juste avec quelques publicités AdSense. Il y a toute une réflexion autour des différents encarts, des différentes plateformes, des différents deals que tu peux négocier. Mais ça fonctionne très bien pour les personnes qui s'en sortent très bien sur Discover. Pour un média beaucoup plus établi, c'est sûr que la tentation, et je vois là où tu veux en venir sur le piège, c'est comme les guides shopping Amazon. Si la tentation, c'est juste de remonter dans médiamétrie avec plus d'audience,
c'est une course vers le mur, quoi qu'il arrive. Parce que Hmm. oui, tu fais plus d'audience, mais cette audience, elle sait même pas sur quoi elle clique quand elle clique. Elle clique sur un titre un petit peu clickbait, et probablement que derrière, elle s'en fiche de savoir qui a écrit l'article. Mais ça n'empêche pas, pour autant, un média d'avoir une stratégie où tu démarres avec le clickbait et puis tu fais monter en qualité la personne qui a visité ton site. Par contre, ça doit évidemment être un travail assez gigantesque parce que tu vas vraiment chercher le visiteur très 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 loin Hmm. dans ton tunnel de conversion. Mais bon, tu as collecte de mails, push Ouais, bien sûr. notif, euh, il y a plein de choses à imaginer qui sont pas novatrices du tout, mais qu'il faut peut-être réapprendre à mettre en avant. Parce que quand tu attires 1,8 million de visites en une journée sur ton site, c'est évident que c'est pas 1,8 million de personnes intéressées par ta marque. Hmm. Mais là-dedans, il y a peut-être même si c'est un tout petit pourcentage, si tu arrives à convertir ces petits pourcentages tous les jours, on parle quand même de chiffres assez astronomiques. Ouais. Non, bien sûr, je donnais l'exemple de Futura et j'aimerais beaucoup les avoir sur le podcast justement pour qu'ils m'expliquent quelle est Qu'est-ce qu'ils font de la leur audience, ouais. stratégie parce que c'est un groupe ouais qu'est-ce qu'ils font de de tout ce trafic parce que j'imagine qu'ils ont bien entendu une stratégie et qu'ils balancent pas ça sur LinkedIn juste pour dire on a fait 1,8 million de visites. Ils doivent avoir un truc derrière et j'aimerais bien le capter et approfondir le sujet. Donc, ouais, si des auditeurs là ont une expertise sur Discover, parce que c'est un sujet chaud en ce moment, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, on pourra en parler. En ce moment, juste pour finir sur un peu l'état des lieux de la plateforme et de l'achat-vente de business digitaux, en ce moment, tu as plus de vendeurs, d'acheteurs, c'est équilibré? Hmm, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que les échelles ne sont pas du tout les mêmes. Dot Market, c'est à peu près 900 nouveaux comptes créés par mois côté acheteur et c'est à peu près 300 estimations reçues côté vendeur. Donc Ok. là, c'est pas les mêmes échelles, mais alors c'est stable. On a c'est en hausse régulière, mais je préfère dire stable dans le sens où il n'y a pas un pic, tu vois. On est sur un marché qui grossit petit à petit. Et étant donné qu'évidemment, avec Dot Market, on a une très belle visibilité, notamment en organique, il faut bien que ça serve à quelque chose de venir du milieu du référencement. Euh, on est organiquement en hausse. Voilà. Le nombre de sites vendus grossit tout petit à petit, le nombre d'inscrits grossit, le nombre de sites soumis à la vente grossit. C'est juste que nous, on est capable d'en traiter plus. Mais est-ce que le marché a fait x2 en 4 ans, par exemple? Non, parce qu'on recevait déjà beaucoup d'estimations à l'époque. C'est juste qu'aujourd'hui, on reçoit de plus en plus de dossiers, peut-être un petit peu plus gros, tu vois, parce qu'on gagne en notoriété auprès d'audiences de vendeurs un petit peu plus intéressants pour nous aussi. Euh, ouais, c'est une question un peu difficile, je t'avoue. Ça n'a pas fait x2, mais ça grossit, c'est évident. L'intérêt pour les side business évolue, mais je pense qu'il a toujours existé. C'est juste que maintenant, quand tu parles side business, tu parles aussi un petit peu de rachat de business, alors qu'à l'époque, side business, tu parlais peut-être pas du tout, tu vois, du rachat de site. Tu parlais de lancer un site. Ok. En préparant cet épisode, on parlait bien évidemment de rachat de médias. Euh, Alors la question est large, mais tu vas m'aider peut-être à la définir et y répondre avec toute ton expertise. Quelle stratégie mettre en place aujourd'hui? Tu rachètes un média euh, avec tout le contexte qu'on a évoqué en introduction. Bien entendu, quand tu rachètes un média, généralement c'est parce que t'as prévu de le booster. Booster, ça veut dire audience et monétisation. Quels sont quels sont les paris des personnes qui rachètent des médias aujourd'hui sur Dot Market sur ces deux aspects, audience et monétisation? Alors, il y a plusieurs stratégies. La stratégie, je dirais, la plus évidente quand tu es dans l'édition de site,
C'est la stratégie, je pense qu'il m'en voudra pas de le citer, puisqu'ils sont assez transparents sur leur approche. C'est la stratégie Kéléops. Donc, rachat de très belles marques, 01net, Presse Citron, Gizmodo, plus récemment aux États-Unis, qui sont quand même des médias iconiques, et capacité à évidemment maintenir la ligne éditoriale. Je sais que c'est un point sur lequel à chaque fois il y a eu un travail de fait de la part des équipes de Kéléops pour maintenir les équipes en place. Euh, en tout cas, maintenir une ligne éditoriale qui ne bouge pas, mais développement de ces verticales, shopping, affiliation, etc. Et donc évidemment, quand tu viens de ce secteur, que tu sais très bien le faire parce que tu as quelques années d'expérience à l'avoir déjà fait sur plusieurs médias et que tu rachètes une aussi belle marque avec une aussi forte audience, l'impact, il est probablement pas immédiat, mais en tout cas en termes de, tu vois, de vision à plusieurs années, il est quasi immédiat. Ça, c'est une approche. Euh, L'autre approche, moi, je considère que quand tu rachètes un site et un média en l'occurrence, tu le fais a priori pour mieux distribuer. Donc, l'exemple que j'aime bien, par exemple, c'est celui de Ridge Wallet. Pourquoi est-ce que Ridge rachète un média? Ridge, c'est une marque de portefeuille. Euh, D'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai vu tout à l'heure un tweet où le CEO Sean, et j'y reviens après au fil rouge de l'histoire, mais vient de publier à quoi ressemble Ridge aujourd'hui versus avant. Donc si on revient un petit peu en arrière, il y a quelques années, Ridge, c'est une marque qui fait que des wallets en métal. Tu vois les wallets Ouais. qu'ils font, là, Mhm. les trucs indestructibles, quoi. Et dans un podcast, il se fait interviewer et quelqu'un lui demande comment il peut amener Ridge à 100 millions de valo. Et il explique que, entre autres, pour passer de, il vaut déjà probablement plusieurs millions ou quelques dizaines de millions, mais pour valoir 100 millions, il ne faut pas qu'il vende que des wallets. Il faut qu'il développe toute une gamme de produits. D'accord? Il fait ce podcast. Peu de temps après, il rachète everydaycarry.com. Everydaycarry.com, c'est un média affilié Amazon qui s'intéresse que aux accessoires euh, un peu outdoors, un peu techniques, etc. Tu vois, ils ont des stylos tactiques, des wallets Ridge, des sacs à dos, des lampes torches, que des produits comme ça. Ils rachètent ça. Et moi, évidemment, dès que je lis la news, je vais voir un petit peu les mots-clés sur lesquels rank Everyday Carry. Et leur top mots-clés, c'est stylo tactique, sac à dos, je sais plus quoi, meilleur wallet indestructible, Ridge wallet, etc., etc., etc. Et mon pari à l'époque, c'est de dire, tu vas voir, l'année prochaine, Ridge, il lance tous ses produits. Bon, bah, le tweet de tout à l'heure de Sean, c'est qu'en fait, si tu regardes la liste des produits Ridge aujourd'hui, c'est toutes les meilleures ventes de l'époque de Everyday Carry. Et c'est super intelligent. Il a pris un média, il a pris ses produits, évidemment, dès le premier jour. Si c'était pas déjà le cas, il a mis Ridge Wallet en meilleure wallet. D'accord? Et ensuite, il est allé voir les meilleures ventes des produits qui étaient proposés sur Everyday Carry. Et ça lui a donné des statistiques incroyables sur qu'est-ce que les gens recherchaient, qu'est-ce que les gens achetaient, combien ça pouvait rapporter en affiliation, etc., etc. Donc il s'est acheté à la fois un moyen de distribuer ses propres produits, un moyen de faire une étude de marché sur ce que les gens voulaient, en tout cas sur Everyday Carry, et un moyen, du coup, bah, de distribuer sa nouvelle gamme de produits. Voilà. Donc quand tu rachètes un média et que tu es une marque qui vend des produits, bah, un média, c'est un excellent moyen de distribuer un petit peu mieux tes produits. Voilà. Et on rentre dans le sujet de la verticalisation de la monétisation. J'allais Ouais. te demander de définir ce que tu entendais par verticalisation de la monétisation. Bah, c'est ça. Est-ce que tu peux définir peut-être plus généralement le sujet? Ouais. Ben, déjà, là-dedans, il y a la partie.
owned, tu vois, le fait de posséder ton mode de monétisation au lieu de reposer sur des tiers et donc évidemment d'être soumis aux règles et aux évolutions et possibles disparitions de tes commissions avec d'autres partenaires. Donc le fait de verticaliser, c'est être un média ou autre, hein, parce que ça peut être une marque e-commerce, et, euh, et être capable d'intégrer en dessous de ton audience différents modes de monétisation qui vont t'appartenir. Voilà. Donc tu imbriques Exactement. des produits, des services à un média. Euh, Mhm. pour revenir sur l'exemple de Everyday Carry, aujourd'hui c'est toujours un site affilié avec des concurrents de Rich Wallet sur le site, ou ils font exclusivement la marque C'est une excellente question. On peut aller regarder en direct. Ok. Et je pense qu'ils ont gardé évidemment les concurrents parce que ça reste un moyen de monétiser et ça reste quand même aussi un élément de comparaison qui est important pour rester crédible en tant que média. Mhm. Euh, Parce mais que là, c'est ça par en fait. exemple, tu vois, si les tirages au sort, tous les accessoires à gagner, si tu laisses ton email, maintenant c'est que du reach. Euh, donc il faudrait aller chercher. Bon, ils continuent à faire de la review de plein d'accessoires et pas que Ok, du Ridge. Donc ils ont d'accord. gardé leur ligne éditoriale, on fait du comparatif de produits, mais par contre, dès qu'il y a une thématique dans laquelle Ridge est présente, évidemment, est numéro un. Ils font même des Hmm. couteaux tactiques maintenant. Avant, Ridge ne faisait pas de couteaux, tu vois, mais Mais c'est là où on peut se poser. Je te pose la question parce que bon, Rich Wallet ils rachètent le média. Forcément, ils vont placer leur produit en premier dans les comparatifs, etc. Est-ce que en tant qu'utilisateur et internaute, tu te dis pas, bon là, il y a une douille quand même, parce que je veux dire, au début c'était un site indépendant, ils faisaient leur sélection, etc. Maintenant, ça a été racheté par un e-commerce. Forcément, le e-commerce, il va vachement euh, mettre en avant ses produits. Est-ce que tu peux te poser la question un peu de l'indépendance édito et de... ouais, tu peux. Alors, je pense que l'avantage de Ridge, c'est qu'ils ont un produit extraordinaire. Ok. Donc c'est facile, à mon avis, pour eux de justifier le fait qu'ils se mettent en premier, puisqu'ils ont développé un produit absolument unique. Là, je suis sur Best Money Clip Wallet. Mhm. Tu vois, le premier, c'est Ridge, et ils mettent quatre autres marques derrière. Mais du coup, tu peux tout à fait en acheter un autre. La deuxième chose, c'est que est-ce que les médias en ont vraiment quelque chose à faire? Je vais prendre un autre exemple en direct. Parce que je vais quand même vérifier que je te dise pas une bêtise, mais aujourd'hui, bah voilà, tu vois, quand tu te promènes sur Backlinko, Mhm. qui a été racheté par SEMrush, ouais, ok, il y a une petite marque dans le footer, Backlinko is a trademark of SEMrush. Mhm. C'est marqué nulle part ailleurs que Backlinko a été racheté par SEMrush et tu avais dû suivre le scandale suite au rachat. Euh, Mhm. Brian Dean était plutôt fan de Ahref. Et derrière, tous les articles sur les outils favoris de Brian Dean sont devenus SEMrush, tu vois. Et là, ça a été hyper obvious parce que tout le monde connaissait Ouais. l'attrait d'eux. Mais Everyday Carry mettait peut-être déjà en avant Ouais. Ridge et du coup, c'est beaucoup moins flagrant. Mhm. Et encore une fois, si le produit est meilleur, Oui, est-ce que c'est ça se vraiment justifie. gênant? Ah. Mais je suis pas sûr que les médias s'enquiquinent beaucoup avec cette notion de mise en avant officielle que Mhm. la marque est désormais sous un nouveau pavillon. Ouais. Après, sur une communauté SEO qui est quand même très au fait de toutes ces problématiques, c'est peut-être un peu plus intense qu'effectivement sur une Exactement, thématique B2C où les gens exactement. ils comprennent même pas ce que c'est l'affiliation, quoi. C'est ça. Et Euh, tu vois, demain, on parlait l'autre jour dans notre exemple de la stratégie de verticalisation, notamment du groupe CMI, mhm, euh, magazine L. A priori, ça va pas changer demain. Si demain L Magazine endorse des boutiques e-commerce ou des DNVB qui matchent avec leur audience, qui on sera pour dire que cette DNVB, tu vois, devrait être affichée ouvertement elle. Tu vois, ça mhm, change rien en fait. bien sûr. Si c'est une belle marque qui a été sélectionnée parce qu'elle correspond à l'audience de Elle Magazine,
qu'elle est assez qualitative, qu'elle est géniale et qu'elle est aussi belle, entre guillemets, que le magazine au-dessus, là, tu vois, on est sur une verticalisation qui est parfaite. Pourquoi elle devrait proposer d'autres marques s'ils font un article sur je ne sais quel produit ou service quand ils pourraient mettre le leur en avant? Hmm. On va donner d'autres exemples peut-être de marques qui rachètent des médias. Donc tu as donné Everyday Carry qui a acheté par Rich Wallet. Dans le, dans le secteur B2B, on a également la newsletter The Hustle qui avait été rachetée par HubSpot. Mhm. Donc c'est un SaaS, un gros SaaS. Ouais, Euh, incroyable comme rachat aussi. ouais, bah, tu veux en parler un peu? Tu avais suivi, je pense, et tu suis encore un peu ce qu'ils font. Alors j'avais suivi peut-être d'un tout petit peu plus loin parce qu'on avait déjà revendu notre activité d'achat-vente de newsletter, Hmm. mais évidemment ça reste un sujet hyper intéressant. Ben là pour le coup ouais c'est effectivement pareil un rachat un rachat par une marque établie qui rachète un média, en l'occurrence une newsletter, pour distribuer son produit ou son service. Donc c'est le même type de rachat que enfin, c'est la même stratégie que Ridge et Everyday Carry. Hmm. C'est on prend une audience établie, engagée, et on vient. En plus, ils ont rien changé, je crois, à la stratégie globale. Donc ça s'est fait de manière assez propre dans mes souvenirs. Je suis pas abonné à la newsletter, donc je peux pas confirmer à 100% comment ils sont calés dessus. Mais ils ont fait ça a priori de manière assez intelligente pour pas venir juste supprimer les pubs et puis mettre leur marque partout, quoi. Tu vois, ils ont gardé les partenariats, etc. Mais peut-être que maintenant, tu as juste un encart hyper bien fait pour pousser le nouveau propriétaire. Hmm. C'est du génie. Et en plus, ils ont déboursé un bon chèque quand même. Je crois que The Hustle avait été racheté 30 millions par HubSpot. Bon, on est sur le marché US, bien Mm. entendu, et on est sur du SaaS qui est quand même très profitable. Euh, mais si tu regardes même le podcast justement du fondateur de The Hustle, Sampar, c'est My First Mm. Million, son podcast. Mm. Ouais. Maintenant, tous les épisodes sont sponsorisés par HubSpot aussi. Et Voilà. ils ont créé HubSpot, ils ont créé un réseau de podcasts dans différentes thématiques où effectivement, bah, c'est super smart parce que la meilleure façon de faire la promo d'un podcast, c'est via un autre podcast. Donc, ils se font la promo de tous les podcasts entre eux et tous les Mm. podcasts font la promo de HubSpot. Donc, c'est ce système de, Incroyable. bah, justement, de spot qui fait Ouais. que c'est HubSpot le grand gagnant. Et je pense que s'ils ont déboursé 30 millions, ce qui paraît énorme pour une newsletter, c'est que derrière, ça valait largement le coup, quoi. Mm. Euh, C'est évident. mm, C'est évident. Et ce qui est. euh, Tu vois, là, on a parlé plutôt du coup de l'angle marque qui a le produit, que ce soit e-com ou que ce soit SaaS, et qui rachète le média pour mieux distribuer. Mais tu mhm, peux aussi avoir l'inverse. Tu peux avoir le média qui rachète un produit ou un service pour mieux monétiser une audience existante. Donc ça, c'est l'exemple un tout petit peu donné avec CMI, mais ça me fait penser au rachat par euh, New York Times de Wiredcutter. mhm. Alors là, pour le coup, ils ont intégré le média, donc ils sont pas vraiment, ils ont pas vraiment élargi le truc, mais bon, c'était quand même, c'est un des succès monumentaux de l'époque, mais pas plus smart, parce que qui je suis pour juger l'intelligence de l'intégration, mais le rachat de Wordle était incroyable Ouais. Mm, mm, pour développer toute la stratégie de gamification de l'audience New York Times. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, Wordle, c'est le jeu qui avait explosé pendant le Covid, ouais. peut-être. Ouais. Mhm. J'y ai jamais joué, mais bon, ça avait l'air d'être assez addictif. Tous les jours, tu pouvais venir résoudre des nouvelles énigmes, une sorte de sudoku, mais avec des lettres. Euh, et New York Times a racheté ça alors que le site avait quelques semaines, quelques mois. Évidemment, n'était pas du tout monétisé. Ils ont racheté ça 1 million de dollars, si mes souvenirs sont bons. Je peux me tromper, mais je crois que c'était une somme assez marquante. En tout cas, quand tu as créé ça en quelques heures ou quelques jours, tu le revends 1 million sans problème. Et ils ont racheté là une audience
évidemment, parce qu'il y avait une gigantesque audience autour de Wordle. Donc, c'est sûr que pour un New York Times, c'est intéressant d'avoir cette audience. Mais là, pour le coup, il y avait une stratégie, comme ce qu'on discutait avec Discover tout à l'heure, c'est que ce rachat, c'est pas juste on rachète des millions de visites. C'est on rachète des millions de visites et on vient les plugger dans un écosystème de gamification qu'on a identifié. Et il y a une excellente newsletter qui était parue il y a quelques mois. Je sais plus si je la retrouve, je te l'enverrai pour les ressources, mais où justement il y avait une analyse de ces médias qui misent maintenant sur le double combo newsletter gamification Hmm. pour faire revenir les visiteurs, pour les engager, pour les faire s'inscrire à d'autres newsletters du groupe, pour les faire jouer à d'autres jeux. Et quand tu observes ça, bah, évidemment, tu vois, en tant qu'éditeur de médias traditionnels, tu regardes ça, tu te dis, on est à des années-lumière de ça, mais c'est la voie à prendre, je pense. Hmm. Ça me fait penser à un podcast qu'on va enregistrer prochainement avec Julien de une solution qui s'appelle Anthem et qui propose justement aux médias une marque blanche pour plugger de la gamification sur ton média sans avoir une équipe Génial. interne. Et il mise là-dessus, en fait. Son pitch, c'est regardez ce que le New York Times a fait et est en train de faire. On le fait Évidemment. pour vous, quoi. Donc, Incroyable. ouais. Et c'est vrai que la gamification, je suis tombé sur une stat récemment que j'avais partagée sur LinkedIn, il me semble. C'était que en termes de minutes passées, de temps passé, l'application de gamification de jeux du New York Times, euh, les utilisateurs passent plus de temps sur les jeux du New York Times que sur l'application News du New York Times cette année. Donc effectivement, Ouf. après, une fois que tu les as hookés, une fois que tu les as agrippés, tu peux leur faire un petit reminder en leur disant, un petit rappel en leur disant, ouais, mais on a aussi de la news, hein, by the way, tu vois. Alors que New York Times, quand tu dis New York Times, tu penses pas forcément à un jeu, mais qui sait, peut-être dans 3, 4, 5 ans, New York Times, ça sera le jeu d'abord tu vois, dans la tête des gens. Et puis, ah oui, ils ont aussi de la news. Enfin, c'est fou ces C'est sûr. nouveaux modèles qu'il a inventés. Et c'est là où cet épisode me paraît super. Enfin, cette thématique d'épisode de verticalisation de la monétisation, ça me paraît super intéressant parce que ça ouvre un champ des possibles à toutes les personnes qui ont des médias, qui veulent racheter des médias, des groupes médias, de se dire en fait, peut-être sortons un peu de notre bulle. En ce moment, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs médias ou d'opérateurs qui sont tellement tête dans le guidon avec tout ce qu'on a évoqué, le contexte quand même assez compliqué où tu dois gérer les mises à jour de Google, Google Overview, les budgets qui se resserrent, SI, l'IA qui rentre dans les rédactions, etc. Bah, peut-être c'est offrir un petit espace où on se dit, ok, les mecs, on prend du recul, et c'est ça le plus dur, en fait, aujourd'hui. Mm. Prendre du recul et de se dire, mais en fait, c'est quoi demain? À quoi? Qu'est-ce qu'on peut construire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer, en fait? Et il y a plein de modèles à imaginer, mais encore une fois, moi, j'ai la bonne place, hein, je le dis souvent. Bien sûr. J'ai plus de médias. Je suis là à interroger des gens. Donc, tu vois, mon cerveau est en ébullition. Mais je sais que quand tu as un média aujourd'hui, tu as quand même plein de sujets, tu vois, c'est un peu le feu, etc. Donc, c'est très, très dur. Mais je pense que ton intervention va peut-être, et je l'espère, hein, autoriser un peu les gens à prendre du recul et à se dire qu'est-ce qu'on voit. Parce que là, tout ce que tu me décris avec, tu vois, le wallet, l'exemple de HubSpot, on voit que c'est applicable à plein de thématiques. Il n'y a Clairement. pas un modèle à suivre, mais il y a quand même quelque chose, tu vois, à penser. Donc, je pense que c'est vraiment un modèle prometteur. Selon toi, pourquoi on voit effectivement que Google favorise en ce moment le e-commerce, les communautés, les marques fortes. Pourquoi il n'y a pas plus de médias qui se positionnent là-dessus? C'est une bonne question. C'est une bonne question et je voudrais pas répondre à la place de médias parce que il y a peut-être une excellente explication à ça Mhm. tu vois, qu'on est à notre échelle. Encore une, t'as raison, toi, tu es au bon endroit avec ce podcast pour poser des questions et commenter et challenger. Moi, je suis à un super endroit parce que je vois des acteurs se rencontrer, j'entends leur stratégie, pourquoi ils revendent, pourquoi ils rachètent. Donc, c'est hyper simple de dire, mais pourquoi tout le monde fait pas ça? Voilà.
Lui, il a racheté un tel et elle a fait ça. Et magnifique, les gars, faites tous la Mhm. même chose. Il y a peut-être des raisons qui empêchent évidemment un média de le faire. Mais je dirais que peut-être la toute première, c'est d'avoir, comme tu le dis, la tête dans le guidon et un manque de vision. Et c'est pas plaisant à entendre, mais je pense qu'il y a certains médias en France qui ont un manque de vision totale et qui sont complètement en train d'essayer de rattraper le temps plutôt que de prévoir des virages. Et quand je dis rattraper le temps, c'est est-ce qu'il faut qu'on mette l'IA, est-ce qu'il faut qu'on mette des guides Amazon, est-ce qu'il faut... Tu vois, c'était il y a 4 ans ça qu'il fallait s'y intéresser. Vous êtes déjà en retard si vous êtes en train de le faire maintenant. Donc, un média qui est encore en train d'essayer de mettre en place ce que les autres ont fait il y a 4 ans, c'est un média qui ne peut pas s'intéresser à la gamification et à la verticalisation de la monétisation. Donc, il y a probablement cette notion de on a trop la tête dans le guidon et il y a la réalité économique du moment et du coup on est largué. Il y a aussi peut-être une notion de on n'est pas au courant, on ne sait pas forcément, ou on s'intéresse à... euh, tu sais, dans les médias, moi j'ai souvent eu le discours de on rachète que si ça vaut tant. On rachète que si ça fait tant. Mais quand tu es un média qui a des millions de visites par mois, j'entends que intégrer une nouvelle boîte, et notamment des nouvelles expertises, c'est un vrai boulot. Une des principales raisons d'échec du rachat d'une boîte, c'est pas que tu t'es planté sur l'analyse ou quoi que ce soit, c'est que tu n'as pas réussi à l'intégrer dans ton groupe. Donc c'est un vrai challenge et tous les médias ne sont pas en mesure d'accueillir un nouveau pôle et ainsi de suite. Mais est-ce que tu as vraiment besoin, juste parce que tu fais des dizaines de millions par an, de racheter une boîte qui fait au moins 5 millions d'euros de CA? Peut-être pas. Peut-être que tu peux prendre une marque qui fait quelques centaines d'euros, de centaines de milliers d'euros quand même, pas quelques centaines de chiffre d'affaires. Et en fait, justement, ta force de frappe, c'est que tu as une marque et tu as une audience. Donc si le produit est bon, si l'équipe en place est bonne, mais que tout ce qui leur a manqué, c'est de la visibilité, peut-être que tu peux parier sur cette petite DNVB ou ce petit e-commerce et le faire exploser avec ton audience, tu vois. Donc il y a peut-être un biais un peu de on est gros, on rachète que des gros. Mais vu qu'on Ok. rachète que des gros, les gros ça coûte cher et il n'y en a pas beaucoup en vente. Voilà. Donc Mhm. tu ne vois pas des fois des opportunités qui sont juste sous ton nez, juste parce que tu les catégorises comme pas à la hauteur de ce que toi tu es. En tout cas, c'est un discours que j'ai pu entendre. Évidemment, c'est pas le discours de tous les médias et je voudrais pas en faire une vérité absolue, mais je pense que c'est quelque chose qui peut expliquer ça. Et est-ce que tu as l'occasion de d'évoquer ces opportunités avec les médias? Je sais que t'es pas un cabinet de conseil, et je pense que tu te gardes de donner des conseils parce que c'est un peu casse-gueule aussi, et tout simplement c'est pas ton business, c'est pas ton métier. Mm. Mais quand ils te demandent, j'imagine ils te demandent, ok, on est prêt à racheter ce site, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ferais, etc. Mhm. Si tu as ce type de discours de un peu, ok, sortez de la monétisation entre guillemets classique, et tu as très justement mentionné que classique pour nous, c'est pas forcément classique pour un guide shopping d'un média généraliste, mais quand tu sors de l'affiliation display OPS et que tu dis, bah ouais, mais il y a peut-être un truc à faire avec une DNVB, ou ça, les médias ils te disent, ouais ouais, cool Kevin, mais Trop petit. ouais. Donc c'est ça le C'est discours pour qui ça revient, quoi. que, tu vois, je l'invente pas, hein, le discours de c'est trop petit pour nous. Mhm. C'est parce que nous, tu vois, on est encore une fois spécialisé sur un créneau de marché qui volontairement se positionne en dehors du champ d'action de la majorité des cabinets de fusion-acquisition aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Mhm. tôt ou tard, on ne montera pas d'un cran, mais aujourd'hui, on a déjà tellement de boulot sur le sub 5 millions qu'on n'a pas besoin, entre guillemets, de monter. Mais évidemment, je l'ai entendu plusieurs fois, ce discours de oui, ça nous intéresse, mais c'est trop petit. Et bon, moi, mon métier, tu vois, c'est pas de harceler quelqu'un pour le convaincre que c'est une bonne idée. Notre Mhm. métier, c'est de présenter des opportunités et ensuite d'essayer de trouver la bonne personne pour investir et pour reprendre cette activité. Mais évidemment que quand j'entends un c'est trop petit, bah moi, en tant que petit éditeur de site,
Des fois, j'ai envie, tu vois, de tirer la sonnette et de dire, oh, redescends un petit peu de ton piédestal. C'est trop petit en termes de chiffres aujourd'hui par rapport à la valeur de ta boîte. Mais en fait, c'est pas ça que tu devrais regarder. C'est ce que toi, tu peux en faire. Tu vois. Mais souvent, le discours, c'est que, bah, tu vois, ces groupes-là, ils ont tendance à avoir des stratégies de rachat qui sont extrêmement longues, avec beaucoup de process. Et donc, le fait d'enclencher tout ce process va coûter de l'argent. Hmm. Et parfois, le calcul, c'est simplement de se demander, est-ce que toute l'énergie qu'on va mettre pour peut-être ne pas réussir à closer, hein, plus l'intégration, plus le temps que ça va prendre, est-ce que tout ça, il vaut mieux le faire sur un business à 500 000 ou à 15 millions? Et Hmm. ça s'entend, tu vois, Bien sûr. stratégiquement, enfin mathématiquement, ça s'entend. Mais c'est une réflexion extrêmement court-termiste, à mon sens. Et encore une fois, c'est biaisé parce que je viens de l'édition de site, donc j'ai une vision beaucoup plus lean de on achète, on intègre, boum, on rentabilise. Alors que pour un gros média, c'est on achète, on Hmm. intègre et on rentabilise. Tu vois, tout est lent, tout est long et voilà. Mais il y aurait peut-être un intérêt à créer des cellules un petit peu de test dans des médias, tu vois, qui viendraient se faire la main sur l'intégration de petites boutiques avec des équipes dédiées, juste pour voir le potentiel que ça a de développement et se rendre compte que cette boutique qui faisait 1000 commandes par mois, bah, peut-être qu'elle peut passer à 10 000 commandes par mois une fois qu'elle est dans le giron d'une belle marque, d'un beau média qui a cette capacité de frappe que la boutique n'avait pas à la base. Super intéressant. Est-ce que tu as des contacts avec des e-commerçants qui souhaitent racheter des médias pour de la visibilité justement? Parce qu'on sait que les coûts d'acquisition aujourd'hui, quand tu es DNVB, en gros, ta destination, c'est quoi? C'est Meta. Tu vas sur Mm. Meta, tu te prends des douilles parce que la concurrence, quand même, Ouais. tu vois, c'est quand même très Alors, pointu et le coût d'acquisition est très élevé. Est-ce que les DNVB peuvent avoir ce type de réflexion? alors, tu vois, c'est là que je crois que ça fait naître peut-être la meilleure explication possible à pourquoi est-ce que ça se fait pas plus aujourd'hui. C'est que c'est des métiers complètement différents. Mhm. Et ça, c'est une réalité. On en a parlé un petit peu, la capacité d'intégrer. Mais c'est sûr que quand tu as un média et que tu veux intégrer un e-commerce ou un dropshipping, et moi, en l'occurrence, tu vois, je le fais puisque j'ai des médias et ça fait très peu de temps que je commence à m'intéresser au rachat de drop ou de e-commerce. C'est un métier complètement différent. Hmm. Et ça me prend une énergie folle de comprendre des choses basiques juste parce que j'ai pas l'habitude de le faire, tu vois. Donc, je pense qu'une des raisons, en réalité, tu vois, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, c'est cette vision que c'est deux métiers différents. Donc, pour un e-commerçant, gérer un média, ça paraît, c'est quoi ça? J'ai publié Hmm. des articles, je comprends pas. Moi, j'ai des fiches produits, j'ai de la logistique, tu vois. Mais il y a, bon alors maintenant ils ont un petit peu tous mis la clé sous la porte, mais à l'époque le boom des agrégateurs, quand Srasio levait des centaines de millions et qu'il y avait 100 plus agrégateurs à travers le monde qui rachetaient que des business Amazon FBA, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec une bonne dizaine, je pense, d'agrégateurs. Alors j'avais visé principalement les Européens par rapport à notre stratégie sur notre market qui est de vendre évidemment des médias français et européens. Et on avait eu cet échange et ça faisait partie d'un plan mais en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'était la course au volume. On a levé des centaines de millions, donc on doit acheter. Et pour acheter, il faut aller vite et donc il faut être 100% focus et c'était de l'acquisition de Amazon FBA. La deuxième étape pour eux, c'était de s'intéresser à des DNVB qui n'étaient pas encore sur Amazon, mais pour venir les déployer sur Amazon. Voilà. Donc d'abord on rachète ce qui est déjà, ensuite on rachète ce qui n'y est pas, mais qui pourrait l'être vu qu'on sait le faire, et ensuite on ira racheter les moyens de diffuser et de distribuer nos produits en faisant diminuer drastiquement les coûts publicitaires. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais arrivé à l'étape 2 puisque tout s'est craché. Mais tu vois, ça faisait partie de leur stratégie, mais en étape numéro 3. D'ailleurs, tu en parles de tout ce business d'agrégateur dans un épisode du podcast qui est paru aujourd'hui.
le Trilliard. Je mettrai le lien en description. C'est un podcast qui est vraiment super sympa à écouter. T'en parles avec les autres, Paul et Stan, et t'expliques un peu plus, effectivement, parce qu'un des fondateurs du podcast est un business FBA, donc vous rentrez un peu plus dans les détails. Mais c'est ouais, le modèle était super intéressant, mais ça a fait un gros flop quand même Mm. pour des raisons qu'on n'expliquera pas ici, mais Mais ça qu'on pourra faire explique dans le. le trilliard, donc ça Voilà, fait la exactement. Je passerelle. fais la pub pour le Trilliard. Non, mais très 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 cool ce podcast. Donc, est-ce que il y a un autre exemple que je voulais citer quand même, que je mettrai en description aussi, c'est un média qui est vraiment super novateur aux États-Unis, qui s'appelle Outside, et c'est un média de outdoor, donc tous les mecs qui font du trail, de l'escalade, etc., et qui rachètent des applications. Comme Mm. MapFitness, qui rachètent ouais, des applications pour les intégrer dans leur écosystème média. Donc encore un exemple de verticalisation de la monétisation Mm. à suivre. Je sais qu'il y a souvent des rachats par ce média, donc je les mettrai en description. Ça pourra donner des pistes de réflexion. Est-ce que toi, tu peux imaginer un autre modèle là qui te sort comme ça, où tu y as pensé ces derniers temps, ces dernières semaines, tu te dis, il y avait peut-être un coup à jouer, mais peut-être un truc un peu plus encore, un peu plus poussé, tu vois. Et encore une fois, tu l'as très bien expliqué, on n'est pas là pour donner des leçons aux médias Mm. ou aux Non. acteurs du e-commerce. Ce sont des métiers complètement différents, on en est conscient, mais on essaie juste de sortir un peu du cadre pour Mm. éventuellement donner des pistes. Mais est-ce qu'il y a un truc un peu foufou que tu vois, et tu te dis tiens, c'est tellement fou que ça pourrait peut-être marcher. Mais écoute, moi, il y a un rachat que j'ai. Alors, bon, je vais pas donner trop précisément la niche ou autre, parce qu'encore une fois, je veux pas que mon regard, encore qui est forcément biaisé par la double casquette édition de site et dot market, et on n'est pas là pour donner des leçons, tu as bien raison de le rappeler, euh, qui on est pour juger la stratégie de gros médias qui savent très bien ce qu'ils font et qui sont là depuis très longtemps. Mais il y a 2 ans, je crois, on a vendu à un groupe dans l'univers du jardinage un tout petit média qui vendait des formations pour apprendre à faire pousser tes tomates. J'ai dit que j'étais pas trop précis, en fait, je le suis, mais c'est pas exactement ça. Tu vois, mais Ok. ça permet assez bien de dépeindre la situation. Tu C'était des as un courgettes. produit qui est complètement farfelu, ou les courgettes, voilà, tu vois, c'est très particulier. Tu te dis, sincèrement, qui achète des guides pour apprendre à faire pousser tes courgettes ou tes tomates? Ben, pour avoir essayé, c'est pas simple. Surtout quand tu vis dans un coin où il y a un peu beaucoup de pluie et puis des limaces, des escargots et tout ça. Tu vois, donc il y a plein d'astuces géniales pour apprendre à faire pousser tes tomates et qu'elles se fassent pas dégommer par tout ce qui traîne dans le jardin. D'accord? Tout petit éditeur de site, encore une fois, c'est pas péjoratif, on a tous des tout petits sites, euh, qui gagnent quelques centaines, peut-être un SMIC par mois, tu vois, en vendant des formations là-dessus, avec évidemment une très forte saisonnalité à la saison où on fait pousser ses tomates, qui décide de mettre en vente sur Dot Market. C'est racheté par un groupe dans l'univers du jardinage. Et bon, ils ont eu une stratégie qui peut être questionnée. Moi, c'est pas celle que j'aurais faite en tant qu'éditeur de site, mais je trouve que l'idée sur le principe était géniale. Tu rachètes un site qui apprend à faire pousser des tomates quand toi-même tu vends tout le matériel pour faire pousser des tomates. Voilà. Donc la notion de, et je sais que Reward l'a aussi fait, j'ai pas d'exemple précis, mais sur leurs médias ils ont intégré, et on en arrive à ce à quoi je veux venir, c'est l'intégration de produits numériques sur ton site, tu vois. On sait que ça fonctionne, la vente de Notion, de templates, de vidéos, de formations, de listes de courses, tout fonctionne, tu vois. Hmm. On l'a déjà expérimenté. Moi, j'ai démarré sur Internet dans un groupe qui faisait de la vente de programmes minceurs en ligne. Tu payais pour recevoir des plans de repas, des listes de courses et des vidéos d'un coach, tu vois. Et je te parle de ça il y a 14 ans, du coup. Hmm. Un média pourrait avoir ça. Et d'ailleurs, il y a 14 ans, on travaillait en co-branding avec Orange, qui à l'époque était un média, Orange, et Orange avait sa version en white label,
du programme minceur du docteur avec lequel on travaillait, tu vois. Donc, je te parle d'un truc, c'est même pas une invention, tu vois, c'est qu'il y a 15 ans, ils le faisaient. Pourquoi ils le font plus aujourd'hui? Ou pourquoi ils le font moins? Aujourd'hui, un beau magazine a toute la légitimité pour proposer dans chacune de ces verticales des produits numériques qui viendraient enrichir l'expérience de leurs utilisateurs, utilisatrices. Et peut-être que c'est une vision hyper simpliste et que évidemment c'est pas aussi simple que ça de faire des très bons produits. Mais moi, quand je rachète un site, c'est la première question que je me pose. Est-ce qu'il y a de la file? Est-ce que je peux faire mieux en SEO? Et est-ce qu'il y a des produits numériques à créer pour posséder le produit que je vais proposer? Ouais. Ça serait super smart, effectivement, comme démarche. On n'y pense pas souvent, mais la vente de formation, c'est également un secteur qui est rentable, qui est très rentable. Enfin, ça dépend des niches, mais généralement, si on voit beaucoup d'infopreneurs aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison quand même. Hmm. Euh, Je crois que Reward l'a fait avec un de leurs médias parentalité, où ils ont ok. lancé une formation, je ne sais plus si elle est payante ou gratuite, mais l'idée est géniale, où ils ont lancé leur propre formation d'accompagnement à la période de grossesse. C'était peut-être pas exactement ça le produit, mais je l'avais vu passer et j'avais trouvé ça assez génial. Hmm. Et bon, ils sont en avance sur plein de choses. Ouais. On en a déjà parlé la dernière fois. Donc évidemment, ils sont cités sur plein d'exemples, Mhm. mais c'est peut-être un des rares groupes, à ma connaissance, à être allé aussi loin dans l'exploration de création de modèles économiques alternatifs ou d'utilisation de modèles économiques que nous, on connaît très bien dans l'édition de sites, mais qui ne sont pas utilisés par les médias. Hmm. Et en plus, avantage par rapport au rachat d'un e-commerce, t'as pas à gérer de stock, donc ça c'est quand même pas mal. T'as pas toutes les Évidemment. problématiques Ouais. de retour. Enfin, si tu peux avoir du retour, mais c'est un remboursement. Mais ouais, super intéressant. Mais ouais, s'il y a des médias qui nous écoutent là, qui écoutent cet épisode et qui veulent s'exprimer sur ces sujets de diversification vraiment de la monétisation et venir en frontal avec toutes les idées qu'on a exposées sur ce podcast, moi je suis Ce super serait ouf. curieux et je suis super heureux de discuter de ça et de confronter les points de vue et d'avoir peut-être une explication de bah ouais mais en fait là c'est pas si simple parce que raison A B C D etc. Toujours dans l'idée effectivement bah, d'explorer le futur des médias. Donc c'est Et très cool. évidemment, et tu fais bien de le rappeler, c'est pas parce qu'on balance toutes ces idées qu'elles sont aussi simples que ça à Ouais. déployer. Et donc, le discours doit bien être, on brainstorm, on challenge, mais on n'est pas des médias et donc on n'a pas toutes les cartes en main pour ces décisions-là. Exactement, exactement. On passe aux questions de fin. Mhm. C'est parti. Quel est l'outil ou le service que tu rêves d'avoir pour ton boulot là aujourd'hui, qui te faciliterait vraiment la vie, qui n'existe pas encore? Alors moi, ce serait un outil ce serait un Papers, mais qui permettrait de filtrer les entreprises qui ont vraiment un business digital en édition pour leur proposer de vendre leur activité sur d'autres markets. Ça n'existe pas ça comment tu fais Non. ton sourcing? C'est des coups de fil Écoute, aujourd'hui, on fait pas encore de sourcing. On a cette chance de pouvoir travailler sur un deal flow assez gigantesque, mais ça fait Ok. partie des choses qu'on aimerait faire évidemment parce que tu peux pas juste compter sur l'organique. Mais aujourd'hui, tu peux y aller en code NAF et puis il y a quelques contournements, mais c'est pas évident et ça demande beaucoup de double, triple, quadruple vérification pour être sûr que la boîte que tu contactes a vraiment un site internet et si elle en édite plusieurs, quels sont ces sites internet? Donc c'est pas simple aujourd'hui de juste se dire tiens on contacte 1000 boîtes et dedans on sait que c'est des éditeurs de sites Hmm. e-commerce, SaaS ou quoi que ce soit. C'est ouais. Donc Ok, j'aimerais bien que ça existe. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent dessus d'accord, et j'ai hâte que ça sorte si ça sort un jour. très cool. Quelles sont les tendances qui te stimulent le plus? Alors, on va limiter peut-être à l'échelle de ton activité là sur l'achat et la revente de business digitaux. Qu'est-ce qui te chauffe le plus en ce moment? Ouais, il y a deux trucs que j'adorerais faire si j'avais pas déjà mon activité d'édition de site et mon rôle chez Dot Market. Ce serait la rénovante, website flipping en anglais.
qui est Mhm. devenu un vrai métier aux US et qui est encore, bah, écoute, que nous on observe évidemment sur d'autres markets, puisque tu vois, en 4 ans on a eu le temps d'en vendre quelques-uns des sites et des fonds de commerce et des sociétés, et quand on en voit revenir à la vente améliorée, bah c'est génial. Donc ça c'est le principe de la rénovante, comme dans l'immobilier, on achète, on rénove, on revend. Et on améliore quoi? Soit le trafic, soit la monétisation, soit juste la rentabilité. Il y a plein de choses à faire. Ça, j'adorerais le faire. Je l'ai fait quelques fois sur des sites à moi et c'est un truc qui m'excite, tu vois, de mettre les mains dans le cambouis et de trouver. Et sinon, l'autre approche que j'aime beaucoup, dont on me parle beaucoup, et pareil, je pense que tôt ou tard, ça va se démocratiser, c'est les fonds d'investissement dans le rachat de business numérique avec la mise en place d'opérateurs. Parce que il faut quand même, on l'a dit, c'est pas facile d'apprendre un nouveau métier. Donc des fois, on a envie de racheter un site, mais il faut apprendre le métier qui va avec. Et nous, on a énormément de personnes sur d'autres markets qui aimeraient juste pouvoir placer leur argent. Les rendements sont incroyables. Alors incroyables avec tous les risques liés au digital, hein. Mais c'est sûr que quand tu rachètes une boîte digitale sur un petit fonds de commerce digital sur 2 ans de valo, c'est incroyable, tu vois, avec un effet levier sur 5 ou 7, les rendements sont ouf. Mhm. Mais gérer ce business demande des compétences extrêmement précises et on est de plus en plus sollicité sur la possibilité de venir placer de l'argent dans des fonds qui géreraient ce type de boîte. Et évidemment, ça me stimule beaucoup parce que venant de cet univers-là, euh, si quelqu'un monte ça et nous écoute, preneur de part là-dedans et on a tout le deal flow et on a des milliers de personnes intéressées par ça. Donc ça, c'est deux choses auxquelles je pense très souvent et dont je discute très souvent avec mes potes, des clients, même ma famille. Je leur en Mhm. parle des fois. Voilà. Donc ça serait, en fait, les deux idées sont quand même assez liées finalement, parce que si tu Mm. l'idée numéro 2, il te faudrait une team d'opérateurs qui Ouais. puissent, comme tu dis, rentrer dans le business, mettre les mains dans le cambouis, retaper les sites et pour après les revendre pour une valo plus importante. Potentiellement, dans la vision 2, tu peux avoir une stratégie de portefeuille et D'accord. garder les business. Il n'y a pas forcément un enjeu à les revendre si tu as drastiquement augmenté leur Mhm. rentabilité et que tu as une très bonne vision long terme. Dans la partie 1, c'est plutôt du coup par coup. Tu vois, tu achètes, tu retapes, tu revends. Ok. Et la rentabilité ou la beauté de l'opération se fait souvent dans ta capacité à revendre le plus vite possible avec un ratio effort marge gagnée qui soit le plus beau possible. Mhm. Voilà. Je l'ai aussi fait avec une stratégie de portefeuille, mais dans la rénovante, évidemment, l'enjeu, c'est plutôt justement d'arriver à revendre, tandis que dans la partie invest, là, tu as plutôt une stratégie de hold, parce qu'une fois que tu as augmenté la performance et que tu as un business stable, c'est là que tu as Super les rentable. meilleurs rendements. Ok. Ça a du sens. Quelles sont au contraire les choses qui t'inquiètent le plus ou qui t'interrogent le plus dans cette industrie en ce moment? Moi, j'ai toujours été assez critique des formations qui t'incitent à te lancer dans un secteur en te laissant penser que c'est plus simple que ce que ça peut être. Et tu vois, pendant longtemps, j'ai fait la guerre, entre guillemets, aux vendeurs de formation dans l'univers du dropshipping, de l'affiliation, etc., etc. Et cetera. Et aujourd'hui, on voit arriver sur le marché des formations sur la reprise d'entreprise, comment racheter une boîte qui fait 1 million d'euros sans sortir un rond. Ça n'existe pas. Mhm. Alors, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est pas la vraie vie, quoi. Ça arrive rarement. Et on n'est pas tous Bernard Tapie et on n'a pas tous les jours des boîtes à 0 € à racheter. Et en général, quand on met 0 €, c'est qu'il y a des choses derrière. Et donc, forcément, quand je vois ce type de formation sortir sur le marché, il y a une partie de moi, l'entrepreneur Dot Market, qui se dit génial, parce qu'en plus, des fois, ces formations, elles citent Dot Market comme un endroit où sourcer son business. Mais il y a une autre partie de moi qui crie un peu au scandale parce que voilà, c'est encore une autre façon de faire tomber les gens dans un scénario pas forcément très réaliste.
Mais bon, ça contribue à l'éducation, donc tu vois, Ouais. c'est peut-être un faux combat à mener. Quel est selon toi le futur des médias digitaux? Question casse-gueule de la liste. Des médias, des médias horizontalisés sur la diffusion et verticalisés sur la monétisation. Pour revenir à la thématique de l'épisode. Bonne réponse. Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? Ça peut être français, étranger. Alors j'ai beaucoup d'affection pour ce que fait Kelly Hobbs Ouais. et j'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait Reworld. Mhm. Les deux groupes reviennent très régulièrement sur cette question, effectivement. Mm, Reward, c'est un peu le bulldozer du digital. Ils y vont à fond, ils testent plein de choses. mm. Et ça, Euh, j'admire. ouais, non, c'est vrai que ils ont une capacité d'innovation et de test pour un groupe aussi gros. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Et Mm. encore, quand je discutais avec Jérémy Barola, il me disait que selon lui, ils allaient pas assez vite. Donc tu vois un peu la mentalité, quoi. C'est Mais dingue. j'adore. Ouais, T'imagines si Reward a l'impression de pas aller assez vite et depuis tout à l'heure on dit tout le monde va trop lentement. c'est fou. Le gap entre les deux montre bien que c'est pas pour rien qu'il y en a un qui est très en Ouais. avance. Et après, on rentre pas dans les débats de comment, pourquoi, etc. Mais Mhm. ce gap entre les médias qui n'ont pas pris le virage et Reworld est notamment accentué par probablement cette volonté d'aller Bien sûr. toujours plus vite, qui se fait avec peut-être parfois des dégâts, Mhm. mais qui se fait et qui est respectable, Ok. admirable, on y va. Quel est le média que tu rêverais de lancer là? Si tu dois lancer un média demain de zéro, qu'est-ce que tu rêverais de lancer? Aucune idée. T'es pas trop Absolument dans aucune idée. cette idée de lancer un business de zéro, t'es plus dans la rénovante. Ouais, aujourd'hui, un média, ça me donnerait pas envie de m'y mettre de zéro. Il y a des médias que je vois passer sur d'autres markets qui me plairaient à racheter. Par exemple, dans l'univers du vélo, moi j'aime beaucoup le vélo. Tu vois, je pourrais me voir essayer de me plonger là-dedans, mais je pense que tu vois, j'ai passé 12 ans dans l'univers de l'édition de tout petits médias et mon futur s'oriente plutôt vers la reprise de e-commerce ou l'investissement dans des groupes qui auront le média et la monétisation plutôt que de relancer un média de zéro. Donc, j'ai pas une bonne réponse à cette question parce que c'est pas quelque chose que j'aurais envie de faire. Très bien, très bien. Est-ce que tu cherches des partenaires, des financements, des contacts? Est-ce que vous recrutez? Quelle est votre actualité là? Tu peux passer ton message et nous dire quel est le meilleur moyen de te contacter Mhm. pour les gens qui souhaitent acheter ou vendre un business digital. Ouais, alors via LinkedIn, c'est hyper efficace. Via la rubrique contact sur Dotmarket, c'est hyper efficace aussi. Ça arrive dans ma boîte mail. On va recruter des profils capables d'accompagner, onboarder, accompagner, guider, challenger à la fois nos vendeurs et nos acheteurs. Et ça sera deux profils différents à horizon début 2025. C'est des choses sur lesquelles on veut avancer. Et en partenariat, le partenariat rêvé aujourd'hui pour nous, ce serait des organismes capables de financer la reprise de fonds de commerce digitaux et actifs digitaux. C'est extrêmement dur aujourd'hui de trouver des banques et des décideurs dans la finance qui sont aptes à comprendre ces business digitaux et à proposer des choses. Et ce serait des partenaires géniaux, ça. Le message est Si vous passé. en connaissez, preneur. Nickel. Je mettrai tous les liens pour te contacter en description du podcast. Kevin, merci beaucoup. Un Merci à épisode toi. super intéressant et j'espère je suis sûr qu'on aura l'occasion de refaire un épisode d'ici quelques temps. Si tu as des nouveautés, si tu vois passer des choses, surtout n'hésite pas, on reste en contact. Avec grand plaisir. Merci Ronan. Salut! Ciao.